Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, hola. J'avais rien préparé. Bonne dia, comme on dit. Ah, t'as changé de langue. Pays. Voilà, là, ça y est. Salut Mehdi El Kanafi, ça va bien? Ça va très très bien. Et toi, ta semaine s'est bien passée? Toujours à poncer le même jeu? Toujours à poncer Elden Ring, on est à, je sais même plus, 40 heures. 40-50 heures, je sais plus. T'es à plus de niveau 100 en tout cas. Ça... On est pas mal. On est pas mal. C'est vrai que les discussions, que ce soit au goûter ou à midi ou le café du matin, sont essentiellement animées par Elden Ring. On s'est même demandé, on devrait mettre un micro sur faire une daily. Carnet de bord. Carnet de bord, Elden Ring. Peut-être que ça vous intéresserait. Après, c'est compliqué, comme on danse pas tous au même rythme. C'est compliqué d'en parler ensemble, sans spoiler. On en parle beaucoup, mais de façon cryptique. C'est méta en fait, on est sur Elden Ring. Cette semaine, rapidement, moi j'ai touché à une démo, encore une fois, comme la semaine dernière, de Kirby et le monde oublié. Et un truc qui m'a choqué, en fait, qui m'a choqué, bon, calmons-nous, qui m'a un peu dérouté, c'est que c'est une caméra fixe. Et en fait, moi je m'attendais beaucoup à un Mario Odyssey-like, et en fait, c'est ce que j'espérais, mais c'est plus un Mario 3D World, tu vois. Alors moi, j'aime bien les deux 3D World, donc je trouve ça plutôt cool. La démo, c'est un monde, donc 2 niveaux et un boss. Si vous voulez vous essayer, c'est pas mal. Mais voilà, c'est vrai qu'on avait plein d'espoir sur un pseudo, tu vois, Odyssey. Ben ouais, on s'est tous un peu monté la tête tout seul sur un Odyssey-like, monde ouvert et tout, alors que pas du tout. Et enfin, c'est pas étonnant pour Kirby, après c'est peut-être un peu décevant pour nous, mais ça a l'air sympatoche. Ça a l'air sympatoche, essayez-le si vous en avez l'occasion. Au sommaire de cette émission, on va faire le point sur la Switch après 5 ans. Est-ce que c'est un anniversaire? Je sais pas, c'est un point en tout cas. On a loupé l'anniversaire, c'était la semaine dernière en tout cas. C'était le 3 mars, comme une année. Enfin, on a fêté autre chose. Nous. Comme une célèbre maison d'édition. Exactement. Et après, on va se pencher en fait sur les modes solo des jeux de voiture par le prisme de 2 nouveautés, qui sont Grid Legends et Gran Turismo 7. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur le State of Play qui s'est tenu hier soir pour nous, il y a 2 jours pour vous. On va commencer, alors ça a commencé, est-ce que je dirais tambour battant? De manière surprenante. Un jeu qui s'appelle Exo Primal. Qu'est-ce que le fuck? Écoute, ça sent le TPS Battle Royale jeu multi-service de Capcom. Chaque éditeur doit avoir son jeu claqué. Donc on a vu des dinosaures, on a vu une rookie, on s'est dit ça y est, c'est Regina qui est de retour pour Dino Crisis, puis finalement non. On était sûr de nous, franchement on s'est envoyé des messages. Oui, mais j'avais très peur parce que c'est vrai que la série Dino Crisis a connu au fil des épisodes de plus en plus excentrique. Et là ça aurait été sur la même courbe quoi, je pense. Ah oui, l'excentricité était au sommet. En tout cas pour ce qui est du format du jeu, ça a l'air d'absolument tout cocher, hein, tu viens de le dire, free to play, multijoueur online, on sait pas trop mais ça a l'air de tout cocher. Alors bon, on n'est pas le public a priori, mais bon, est-ce que c'est comme toutes les expérimentations de Capcom en multi, ça va durer 2 mois et demi, puis après ils vont couper les serveurs et puis voilà quoi. Ouais, par la suite, Sony a confirmé sur les titres qui allaient arriver prochainement avec Ghostwire Tokyo, avec Stranger of Paradise, le FF Origin qui dévoile sa 3e démo, hein, on sent qu'il force derrière. Donc ça c'est de la confirmation aussi que Forspoken donc, a été décalé de mai à octobre, le 11 octobre. Alors juste une petite parenthèse, pour moi c'est hélas quasi une confirmation que FF16 va être reporté, je le sens vraiment comme ça, dans le sens où Square Enix va pas s'amuser à balancer des AAA à des sections trop resserrées entre. Après reporté parce qu'on s'était convaincu qu'il sortait en fin d'année, mais c'est vrai qu'il n'a jamais été annoncé officiellement. Donc, Puis ils ont dit qu'ils communiqueraient quand le jeu serait prêt, ou en tout cas que la date de sortie serait proche. Là on est sur Forspoken, octobre c'est la fin d'année, on est sur Noël. Est-ce que Square Enix va annoncer 2 AAA à Noël en même temps? Moi j'y crois pas. Moi je pense que ça va être reporté. FF16 va être reporté. Après, je sais pas. Toi t'es confiant, c'est bien. Septembre, moi j'y crois. Septembre, donc FF16 en septembre et Forspoken le mois suivant. C'est écrit, c'est gravé dans le marbre. Bon, allez, ok. Bon, après, on va pas tout vous dire, mais on va juste name dropper. Il y a un jeu Gundam qui fait parler, en tout cas, qui même en Occident commence à arriver assez fortement, une licence qui pèse. La Kawabunga Collection, 13 jeux des tortues qui reviennent en HD. Bon, après, il y a de tout. Hein. Il y a le fameux jeunesse sur lequel on s'est tous écharpés pendant des mois, et à pleurer parce qu'on n'arrive pas à passer le niveau de sous l'eau. Ouais. C'est très cool. Très cool, hein, je sais pas, je pense que tu feras les 13 jeux, j'espère. Je les ferai tous, oui, tout à fait. Non, mais blague à part, il y a des options de confort, de rewind, de sauvegarde, mais typiquement, comme tu dis, c'est les jeux où on va jouer 3 minutes chacun et qu'on va laisser derrière, mais ça fait plaisir en tout cas. Il y a le jeu de baston Mega Drive, j'ai vu, il était très bien celui-là. En tout cas, oui, ça surfe sur l'actu avec le jeu Dotemu qui arrive, il y a un nouveau film qui est prévu pour l'an prochain, les tortues reviennent en force. Des tortues, Gundam, des séries qui reviennent en force. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Gigabash Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle R, un jeu de baston.
Alors, d'après ce que j'ai compris, ça reste le jeu PS3 qui est sorti il y a Zion, Mais oui. on avait joué à l'époque un peu, qui était très cool. Hein. Carrément. Alors on voit son aspect graphique un peu incertain, que c'est un peu cross-gen, quoi. Et ils annoncent quand même plus de 50 persos. C'est pas con de refaire revenir Jojo, là où justement la série a pris une ampleur incroyable après des années un peu de galère. Jojo est bien plus à la mode qu'à la sortie sur PS3, enfin en tout cas en Occident, quoi. Sony a enchaîné avec Trek to Yomi, alors comment on appelait ça nous, un narrative comment on appelait ça, un cinématique platformer action dans un Japon féodal en noir et blanc, un jeu qui a été dévoilé à l'E3 dernier par Devolver. Alors voilà, certains disent que c'est un peu raide. moi je trouve dans cette pièce. Certains dans cette pièce. Alors moi je trouve ça très enthousiasmant, j'ai très envie d'y jouer, j'aime bien les cinématiques platformers, l'ambiance est cool, ça a l'air stylé, les combats ont l'air cool. Ouais, je suis chaud aussi, hein. À voir si ça sera rigide ou pas finalement. Bon, on continue et là vraiment c'est l'escalade avec justement Returnal Ascension, un DLC gratuit qui va sortir là dans quelques jours, le 22 mars, donc le GOTY 2021. Tu l'attendais depuis un bail cette mise à jour. Exactement, ça va proposer un mode coop, alors ce mode coop, est-ce que c'est pour le solo, est-ce que ça va être un mode un peu facile masqué, est-ce qu'on va pouvoir garder sa sauvegarde, continuer tu vois son mode solo et puis de temps en temps invoquer quelqu'un pour nous drop aider. in, drop out, je ne sais guère. Je sais pas trop non plus. Un mode survival qui s'appelle la tour de Sisyphe. Alors la tour de Sisyphe, tout est dans le nom, hein. Donc ce qui est bien avec Returnal, entre guillemets, c'est un jeu d'action, mais où il y a du sens absolument partout, tout veut dire quelque chose, c'est vraiment génial, et je peux vous le garantir, c'est certain, il y a du solo. Dans le trailer, petit soit-il, il y avait des moments qu'on n'a pas vus dans le jeu, et c'est sûr qu'il y a encore un peu plus de solo, un peu plus de narrative. Contenu narratif dans ce mode. Alors je pense que c'est dans Sisyphe, ouais, parce que la tour, vraiment, c'est pas un nouveau biome, mais c'est un nouveau lieu, et donc je sais pas comment ça va encore se matérialiser, mais je vous le garantis, je le signe, il y aura du narratif. Et on finit avec une doublette Square Enix, des surprises. La doublette budget Marque Pouce. Non, mais Square Enix qui prend de la place, en tout cas, à chaque fois, que ça soit un Nintendo Direct, partout. Là, chez Sony, c'est presque le One More Thing. Ils ont du rétro, ils ont des vieilles licences, du patrimoine, des tentatives. Après, comment c'est transformé, on va le voir tout de suite, avec un jeu qui pour nous était peut-être un Final Fantasy Tactics 2 remake, on savait pas trop. C'est marrant parce qu'on en avait parlé la journée à la rédac en anticipant, en se disant est-ce qu'il y aura du FF Tactics, est-ce que ça pourrait être un remake ou juste un remaster de l'opus originel. Et en fait, non, c'est un... Donc c'est une nouvelle IP qui s'appelle The Diofeld Chronicle. Et voilà, c'est un tactical avec une direction artistique, ou en tout cas une retranscription in-game, je sais pas, peut-être pas des plus glorieuses. C'est moche. Voilà. Avec une bande-son composée par Ramin Djawadi. Le très bon compositeur de Game of Thrones, n'en déplaise à certains. Non, voilà, en tout cas, c'est du Final, c'est du Square Enix. Le logo, il est inspiré Final Fantasy. Après, c'est sous-traité donc, par une boîte, ceux qui ont développé Monarch récemment d'ailleurs. Donc, c'est pas en interne, et on sait que Square Enix, quand c'est pas en interne, tu nous en avais parlé d'ailleurs, tu avais fait une chronique là-dessus, c'est toujours un peu compliqué. Il y a un an, je vous avais dit que Square Enix est un éditeur en carton. Franchement, je pense que un truc un an plus tard, parce qu'il y a d'autres, il y a des catastrophes qui sont en train de se passer. Réponse, toujours oui. Donc, une nouvelle IP, Square Enix, c'est sympa. Et là, du patrimoine, des vieilles licences, des vieilles gloires, qu'est-ce qui arrive? Valkyrie Elysium, qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, un nouvel épisode de la saga des Val Pro, hein, donc il y avait eu une version Anatomia sur mobile, c'est un peu le dernier lien qu'on avait avec la série de Tri-Ace. Donc là, ça revient, alors c'est pas Tri-Ace qui est derrière, et comment dire, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire revenir nos Valkyries préférées? Parce que là, ce qu'on a vu, c'est techniquement dégueulasse, quoi. C'est vraiment... Est-ce que Square Enix nous lance pas un message à nous, joueurs fans, en nous disant mais vous voulez à chaque fois revenir, vous voulez voir revenir vos anciennes gloires, vous voulez voir vos jeux revenir, vous voulez des suites, des remakes, les voilà. Ouais, mais là ça m'énerve parce que le jeu va sortir, personne va y jouer évidemment parce que ça va être moche et nul, et ils vont dire ah ben voilà, ça montre bien que les gloires d'antan. Alors Square, ils ont le réglage AAA, on met de la thune, FF15, FF16, FF14, ils ont le réglage petit jeu avec ce qu'on a vu HD 2D ou les remakes des vieilles sorties. Mais ce curseur entre les deux, les jeux un peu budget, putain, ils ont jamais réussi à le faire, et on se croirait revenu à l'époque 360 PS3 avec notamment le Star Ocean 6 aussi qui a l'air d'être dans ce No Man's Land à petit budget là. Sans texture et grisâtre, tout était un peu gris en fait.
Alors c'est dur ce que je vais dire, mais si c'est pour faire ça, à quoi bon quoi, enfin, faire revenir nos licences de cœur, oui, mais si c'est pour les traiter par-dessus la jambe, Ne pas les salir. ça rend service à personne quoi. Ça fait un peu mal. Et tu les places où, toi, les Stranger of Paradise, les Forspoken, parce que c'est du triple A, c'est quoi? On est pas loin du triple A quand même, je pense. Il y a des trucs à dire, c'est vrai que dans cette classification, c'est intéressant. Ils tirent partout, en tout cas. Ça tire en l'air. Et ils prennent, en tout cas, sur la communication, ils prennent de la place, on parle d'eux, et ils sont présents absolument partout. Voilà pour le retour sûr, c'était le State of Play de cette semaine. Convaincant, je sais pas trop. Des surprises, on s'est marré en tout cas à le regarder. Après, est-ce que c'était satisfaisant? Est-ce que c'était pour les bonnes raisons? C'était rythmé en tout cas. Voilà. Moi je suis très content pour Returnal, vraiment mortel. Un DLC gratuit, j'espère qualitatif, mais avec du contenu, c'est toujours très très sympa. Tu vois, à l'heure de tous ces contenus payants, microtransactions et tout, quand t'as un studio et un éditeur, Sony, qui suivent derrière en proposant quelque chose de gratos, c'est sympa. Et qui arrive très bientôt en plus, ça c'est 22 mars. Okay. Et là, des vieilles licences, du JRPG. Bon, je suis content, on est content, ça fait plaisir. On enchaîne le corps de l'émission. C'est toi qui débutes. Avec. Bon. Tu sais que je le dis à chaque émission. Ah ouais? Je vois que tu dis que c'est sympa à chaque émission. Écoute, c'est un plaisir renouvelé. En tout cas, c'est une vraie sincérité. Ça me fait plaisir. Allez, go, les 5 ans de la Switch. Les 5 ans de la Switch, hein, donc le 3 mars dernier, on l'a dit, que le temps passe vite, 5 ans déjà. Bah écoute, après 5 ans, le succès il est indéniable, hein, je pense que c'est la moindre des choses que l'on puisse dire. 103 millions de machines écoulées, c'est énorme. La Switch a intégré le top 5 des consoles les plus vendues ever, et il y a déjà le top 3 en vue, parce qu'on attend à ce qu'elle dépasse la PS4 cette année en cours, quoi. Et à ce stade, seule la DS avait atteint les 100 millions plus rapidement, donc on voit qu'on est quand même sur une dynamique qui est énorme et qui surtout ne faiblit pas. Même si c'est un top qui est un petit peu à part, ça reste une machine mobile, enfin ça reste une console portable la DS. Tout à fait. Voilà, donc c'est un peu, tu vois, c'est comme dans les tops. Je pense que la Switch, elle va aller chercher la PS2. Et tu vois, elle aimerait bien. Ouais, je pense qu'elle s'arrêtera 3ème. Mais tu vois, je la vois mal aller chercher la DS. La Game Boy, elle est hors classe. Enfin, elle est dans un autre classement aussi, tu vois. Bref, je veux pas t'embrouiller, mais bon. Niveau vente de jeux, écoute, pareil, hein, tout va bien navette, comme on dit. Mario Kart 8 Deluxe, 43 millions d'exemplaires. Animal Crossing, 37 millions. Smash Bros 27. Alors, je vais pas faire toute la liste, hein, mais ça reste des chiffres assez colossaux. Donc voilà, le but, c'est pas de faire un point sur les chiffres. On en avait parlé, je crois, pour les 4 ans. Donc ça va faire pas loin d'1 an. On avait fait vraiment une chronique un peu plus sur les chiffres de Nintendo. Donc là, on va prendre un axe un peu différent. On va plutôt parler des jeux un petit peu et de comment la stratégie de Nintendo a évolué avec sa machine pour se poser une question finalement. Alors, t'es un petit peu trollesque, attention. Est-ce que la Switch mérite son succès ? Alors, c'est une question qui est un petit peu bizarre, mais on va essayer de décortiquer tout ça. Question qui peut être légitime. On se demande, où elle est, est-ce que tu mérites ? Tout est légitime, te dirait Platon, n'est-ce pas ? C'est vrai, il dit ça ? Non, je sais pas. Je bluffe. Alors, Nintendo, est-ce que c'est un constructeur à part ? C'est vrai qu'on a l'habitude de dire, ah là là, le petit artisan dans son coin à Kyoto qui fait des petits jeux avec des tournevis et tout. Mais c'est vrai que c'est un petit peu vrai quand même, hein. Nintendo se tient loin du tumulte des rachats. Alors, on a parlé des rachats gigantesques d'Activision, de Sony qui contre-attaque avec Bungie. Quand l'un dégaine, ça fait perdre 20 points en bourse à l'autre et tout. Donc là, il y a vraiment une guerre économique. Mais à Nintendo, eux, ils font leur petit bonhomme de chemin tranquille. On rachète Acti, tout le monde s'en fout parce que les jeux Acti sur Nintendo, il n'y en a pas des masses. La bourse ne flanchit pas. Voilà, ils rachètent Next Level Games. Bon, ça fait pas vibrer grand monde, mais c'est un rachat plutôt efficace. De ouf. Donc voilà, la marque, définitivement, elle creuse son sillon. On sait qu'on a maintenant Nintendo, c'est un écosystème à part entière avec des jeux Nintendo qui alimentent leur propre machine et ils ont un public dédié corps et bien. Donc ça reste quand même on reste plutôt là-dessus. Après, constructeur à part, peut-être pas tant que ça aussi sur certains points, parce que depuis quelques années, Nintendo a quand même basculé dans l'ère du service, hein, comme un peu tout le monde. On a des jeux qui ont reçu des DLC après leur sortie, comme Breath of the Wild, ce qui était assez nouveau. Hein. On sait que c'est Fire Emblem qui avait un petit peu inauguré ça. On a même d'autres titres qui ont été alimentés sur le très long terme, on parlerait même de jeux service chez certains. On a eu Smash Bros avec ses fameux caractères pass pendant 3 itérations, ou même Mario Kart, de manière plus surprenante, qui va voir revenir des circuits 5 ans après sa sortie. C'est quand même un truc de ouf. On s'est tous roulés par terre, alors que, tu vois, ça pourrait être un move peut-être un peu contestable si ça avait été quelqu'un d'autre. C'est plutôt passé crème. Et je suis même plutôt enthousiaste. Et ça biatch sur Eternal. Moi, le DLC, je m'en balèque. Et même aboutissement de cette politique, Nintendo a lancé son service d'abonnement en ligne, le Nintendo Switch Online, promesse de revenus fixes mensuels, qui est un petit peu le nouveau Graal de l'industrie.
Et à ce formule, déjà, ils ont rajouté une extension, alors un pack additionnel. Alors la formulation est un peu étrange, je trouve, hein, qui propose donc des jeux rétro Nintendo 64 et Mega Drive et l'ajout de DLC inclus dedans. Donc on sait que le DLC de Mario Kart ou d'Animal Crossing seront inclus dans la formule. C'était une manière de gonfler le prix parce que c'est vrai que c'était le service le moins cher par rapport aux concurrents. Donc tu rajoutes du service en plus, tu fais payer un petit peu plus cher, quoi. Même si éditorialement, je trouve ça quand même un poil bizarre. Ils ont une formule premium et vas-y que je te balance des trucs dedans. C'est un peu le marché. Bon, t'as pris du fromage de chèvre, vas-y, voilà. je te mets de la confiture aux oignons avec et un petit bout de pain. C'est le marché de Noël même. C'est qu'il te dit regarde, il y en a 7 et puis celui-là il est gratuit, celui-là il est Et gratuit. les DLC, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Tu sais pas, il y a pas la logique est étrange, c'est qualitatif, enfin pour les joueurs c'est chouette parce que tu te retrouves à payer un abonnement et finalement il y a des choses qui vont dedans qui sembleraient être gratuites, qui te semblent être gratuits. Finalement c'est cool mais voilà. Je pense qu'ils expérimentent, qu'ils prennent la température parce que même le nom pack additionnel, c'est pas du tout sexy. Ils expérimentent et ça se voit. Tu vois C'est ce que j'allais dire, c'est que malgré tout, Nintendo reste quand même largement à la traîne dans ce domaine. Hein. Donc on voit aussi même les sorties des jeux rétro, c'est au compte-gouttes, c'est un jeu 64 par mois. Fait, les mecs, vous avez un répertoire énorme. Enfin, soyez un petit peu plus généreux quand même. Hein. Donc, et bon, tout ça pour dire que voilà, Nintendo n'est pas qu'un petit artisan, il se tient quand même bien au fait de l'évolution du marché. Ça reste une gigaboîte qui brasse des milliards, donc on va pas se leurrer là-dessus. Je sais pas si tu te leurres, toi. Je sais pas si je me leurre, mais en tout cas de façon plus prosaïque, moi clairement, est-ce que Nintendo est à part? Mais absolument pas. C'est un constructeur de consoles qui vend des jeux et des machines. Ce qu'est Sony, ce qu'est Microsoft, ils sont sur le même business, ils ont des chiffres d'affaires qui sont comparables parce que sur le même secteur d'industrie, enfin, le même secteur, la même industrie. Donc évidemment, qu'ils sont ils sont dans le même marché. Il faut, je trouve, faire attention de regarder à chaque fois, tu sais, par notre lorgnette par exemple, Apple, tout ce qui est le marché mobile, tout ça, on l'exclut des fois. Alors que, non, c'est du chiffre d'affaires jeux vidéo, toutes ces plateformes. Donc, c'est vrai qu'il faut pas tout englober non plus, mais il faut pas extraire à la volée ou arbitrairement, ah non, lui, il est un petit peu dans un marché parallèle. Oui. Voilà. Faut être conscient qu'il y a des nuances, mais ça reste une même industrie. Ouais, exactement. Ouais. Et ces jeux, du coup, sur Switch, est-ce qu'ils sont si bien que ça ? On va voir en tout cas que niveau communication, Nintendo a été assez malin. On s'en rappelle tous, il y a la Switch a connu une première année assez tonitruante qui a marqué les esprits. Très très grosse première année avec beaucoup de sorties régulières. On avait au moins un jeu Nintendo tous les mois. Et évidemment, avec le triptyque qui symbolise un peu cette année, Zelda, Mario, Xenoblade 2, c'était un petit peu le hat-trick gagnant. On peut penser que c'était vraiment une réaction au trauma des précédentes consoles de la marque, notamment la 64 ou la Wii U, qui avaient connu des débuts assez cataclysmiques, avec très très peu de sorties. T'avais un jeu tous les 6-8 mois, c'était assez compliqué. Donc là, ils ont compris, Nintendo, il faut chouchouter les early adopters dès le départ. C'est eux qui font le succès d'une machine, c'est eux qui ont la thune et qui vont se précipiter sur un produit qui vient de sortir. Mais est-ce que cette première année, finalement, c'est pas l'arbre qui cache un petit peu la forêt ? Alors on va voir ça. Mais l'important, tout ce qui comptait vraiment pour eux, c'était de faire une forte première impression. Oui. Pour beaucoup de joueurs aussi sur la Switch, Nintendo a rompu avec sa ligne éditoriale qu'on a connue sur la Wii, avec le fameux casual gaming, ce qu'on appelait casual gaming, donc ces jeux destinés à toute la famille pour draguer un public plus occasionnel et qui avaient antagonisé une partie des fans, on s'en souvient très très bien, et c'est pour ça que la Wii peut avoir une mauvaise réputation auprès de certains joueurs qui n'ont pas trop accepté ce changement-là. Alors, est-ce qu'ils ont rompu avec cette ligne éditoriale ? Pas tellement, en fait, c'est pas nécessairement vrai, mais ça a été fait de manière, en fait, beaucoup plus contrôlée, même un petit peu discrète, et justement pour se protéger des réactions un petit peu trop négatives des joueurs. Donc cette communication a été engendrée en plusieurs temps. Rappelons-nous, dès le lancement, on avait quand même droit à ARMS, qui est un jeu motion gaming. Ouais, je pense qu'on l'a peut-être un peu tous oublié, mais c'était pas plus con qu'un Wii Sport à l'époque, donc c'était vendu quand même dans un emballage un peu jeu de baston, donc un peu plus gamer. J'aime pas trop ces termes, casual et gamer, mais je pense que c'est pour me rendre compréhensible, c'est plus simple. Moins d'un an après la sortie de la machine, on avait eu une petite vidéo en janvier, donc Nintendo avait annoncé une émission dédiée à un nouveau type de produit, donc on s'attendait pas trop à voir venir. Et c'était décoré les Nintendo Direct, c'était vraiment un moment de communication différent. Là, c'était aussi pour ne pas avoir tous les joueurs qui allaient attendre on veut du Mario, du Zelda, du Metroid, c'était vraiment quelque chose d'à part. Et c'est là où Nintendo a dévoilé sa gamme Nintendo Labo. Donc là aussi, c'était un pur produit qu'on aurait pu voir sur Wii, quelque chose pour la famille, pour les enfants. Alors le succès n'a pas été gigantesque, mais 4 ans après, moi je suis toujours effaré par le concept du truc. Je trouve que c'était dingue en termes
en termes même de prod, de comment ça se construit et même l'application en jeu derrière, c'était génial quoi pour les gosses. Carrément, je suis 100% d'accord. Je me souviens des réactions, pas des polémiques, mais en tout cas des réactions un peu véhémentes de certains joueurs qui disaient mais attendez, du carton à ce prix-là, alors que derrière, enfin faut pas oublier toute la recherche et développement qui a abouti en fait à développer ce genre de truc. Enfin c'est comme un jeu vidéo quoi. C'est pas le carton que t'achètes, c'est tout ce qu'en fait la conception et le génie qu'il a fallu pour créer ça. Et ouais, franchement, je suis un peu triste que ça n'ait pas fonctionné. Ouais, parce que c'était vraiment... on se rappelle du piano qui servait des capteurs des Joy-Con pour pouvoir capter les notes. Enfin, c'était brillant, vraiment brillant. Ouais. Et moi, je me suis trompé parce que je pensais vraiment qu'ils allaient casser le game, qu'ils allaient dire, enfin, tu vois, c'est le nouveau truc, c'est fini quoi. Ah, c'était Nintendo Labo, leur tentative aussi, mais peut-être que tu en parlais du VR. Je mâche pas sur ça. Non, mais vas-y. Mais il y avait aussi l'un des Nintendo Labo qui était un casque VR en carton. C'est vrai. Et en fait, tu mettais ta Switch dedans. Alors, la cinétose était encore plus forte qu'avec un vrai casque VR. Mais, tu vois, par exemple, moi, j'ai fait essayer à mes parents ça. Et ça a vraiment un wow effect. Et une porte d'entrée vers la VR, mais à un moindre prix. C'était le casque de VR le moins cher. Ouais, mais c'est la porte d'entrée, c'est le portail du jardin, quoi. C'est vraiment la première étape. En plus, c'était fait en sorte que tu l'attachais pas à ta tête, en fait, tu le tenais devant tes yeux parce Exactement. que c'était des expériences très très courtes, donc on n'était pas du tout dans la même optique qu'un casque VR où tu allais rester attaché dessus pendant des heures. Même pour la sécurité et la santé, je pense qu'il fallait pas y jouer longtemps. C'est vrai que ça faisait un peu mal aux yeux. Il y avait une fonction pour faire Breath of the Wild complet. C'est vrai. Mais c'était rigolo, hein. Il y avait un truc où on devait souffler pour. C'était trop. En fait, vraiment, t'avais le casque VR en carton et plusieurs appendices à mettre dessus. Alors là où tu soufflais, c'était une oie en fait, et en fait avec une roue, tout ça. Non, l'oie c'était pour voler. T'appuyais comme ça, ouais. ça faisait battre des ailes et tu volais dans le jeu. Il y avait comme ça plusieurs appendices. C'était vraiment super bien fait. Quelques années plus tard, Nintendo a dévoilé Ring Fit, qui n'est finalement rien de moins qu'un Wii Fit mais gamifié. Donc on reste sur la même branche. Donc le jeu qui est destiné à te faire un peu du sport, mais là on t'avait créé une sorte d'aventure un peu RPG autour. Ah ouais, carrément. Et c'est passé crème en fait. Là où Wii Fit avait subi un peu les colibés des joueurs, là il y a beaucoup de joueurs même qui assez importants qui se sont mis à Ring Fit et qui ont vécu leur expérience pendant 30-40 heures. Ouais, pour Wii Fit premier, tu parles de colibé, mais ça a été un espèce de carnage, ça s'est vendu vraiment à tour de bras. Et là, le Ring Fit aussi, carnage alors je vais pas parler de succès latent, mais en tout cas en lame de fond, c'est quelque chose qui s'est vendu et qui continue à se vendre. Donc ça, c'est ça pour le coup, vrai succès. Peut-être pas critique, peut-être pas au niveau de la com, même si critique, je crois qu'il a été quand même bien reçu. Ouais, carrément. Mais non, ça c'est vrai succès. Et niveau enfin reprise de jeux un peu de ce patrimoine Wii, on a quand même eu droit au retour de 51 Worldwide Games, ce petit jeu qui compile justement des jeux de cartes, des petits jeux, je sais pas, les dames, etc., quoi, les petits chevaux. Il y a des fans. Et le retour aussi de Professeur Kawashima. C'est vrai. Qui était iconique. Bon, alors là, c'était plus sur DS, mais de cette mouvance Nintendo qui voulait s'ouvrir à la famille. Quel âge a votre cerveau ? Il est revenu sur Switch. Alors, on l'a peut-être un peu oublié, parce que c'est vrai qu'il a moins fait de carton qu'à l'époque. Ah ouais, carrément. Faut se rappeler, Kawashima, le premier du nom, le mec est devenu une star planétaire, quoi. Enfin, son visage est connu worldwide. Alors que là, son retour, ça a été un peu plus, on va dire, timoré. J'ai l'impression qu'on en a moins parlé, le jeu a moins fonctionné. C'est un vrai phénomène, le premier. C'est vraiment... Carrément. Et du coup, on arrive là en 2022 avec Nintendo qui renoue même avec Wii Sport, l'emblème vraiment de la Wii, je pense qu'on peut le dire, mais sous une forme un petit peu différente avec Nintendo Switch Sports. Alors, on reprend clairement le concept, donc des mini-jeux qui sont jouables avec le motion gaming. Pour le coup, moi, je trouve que c'est la première fausse note qu'ils font parce que Nintendo Switch Sport dévoile une DA vraiment, je trouve, impersonnelle. On perd les Mi, et ils avaient fait tout un délire dans Wii Sport Resort avec l'île de Woohoo, où t'avais tes Mi qui se baladaient, qu'ils avaient même repris l'île dans Pilot Wings pour en faire vraiment l'environnement, donc ça avait vraiment une petite... il y avait un volcan sur l'île et tout, enfin, ils avaient créé un petit univers là-dessus. Il y avait un petit lore. Qui était sympatoche en fait. Et je trouve ça un peu dommage, là, ce Switch Sport, de l'isoler. Je trouve les persos sont vraiment dégueulasses. Enfin, je trouve ça un petit peu bizarre de pas ils ont avoir repris. Peut-être raté. Alors on parle en avance, mais ils ont peut-être raté le coche de la bonne humeur, tu vois. Ce qu'on attend un peu de Nintendo habituellement. Ouais, ça manque ça. C'est un peu dommage, tu vois. Il faut des sourires. Donc, en tout cas, voilà, sur Switch, l'expérience casual qu'on pouvait avoir sur Wii, elle existe aussi. Et on peut se demander pourquoi est-ce que là, ça passe mieux ? Parce que Nintendo, je suis isolé ça un petit peu dans sa communication, l'a pas martelé comme il avait fait au temps de la Wii, c'était toujours un petit peu dit à l'écart, quoi. Okay. Et surtout, il laissait souvent le choix de la prise en main, c'est-à-dire que même dans ARMS, par exemple, typiquement, un jeu motion gaming, tu pouvais jouer à la manette. T'as aussi Mario Tennis, tu pouvais y jouer comme un Wii Sport avec ton Joy-Con pour simuler la raquette de tennis, mais tu pouvais aussi y jouer à la manette.
Et on voit que Nintendo, là, du coup, en offrant le choix, ils voient moins les gens s'opposer à eux, donc c'est là aussi un peu plus malin, quoi, peut-être. On va revenir sur des jeux un peu plus traditionnels maintenant, parce qu'on va se demander, est-ce que les jeux sont si meilleurs que sur Wii U, finalement ? J'ai commencé à faire un petit peu le top des meilleures ventes de la machine de la Switch. Et sur les 4 premiers, donc les 4 jeux les plus vendus sur Switch, il y a 3 jeux qui sont plus ou moins issus de la Wii U. On a Mario Kart, donc Ultimate, on a Smash Bros, qui reste une sorte d'extension plus de la version Wii U, et Zelda aussi, Breath of the Wild, qui était un jeu cross-gen. C'est vrai, faut pas l'oublier. Donc on peut dire que ces 3 jeux, ils existent sur Wii U, et donc si c'est les plus vendus sur Switch, c'est aussi qu'ils sont de qualité. Donc la Wii U avait quand même de vrais bons jeux, faut pas l'oublier, avec Xenoblade X, Bayonetta 2, Mario 3D World, même s'ils ont tous souvent fait le trajet sur la Switch. Donc, quasiment tous, oui. Ouais. Donc la Switch, évidemment, elle a quand même des bons jeux, hormis ceux qui sont arrivés en première année, on l'a dit, ceux qui ont supporté ce lancement assez tonitruant. On a eu du Luigi's Mansion, du Animal Crossing, du Fire Emblem Three Houses, du Metroid Dread, du Triangle Strategy, qui a l'air plutôt cool aussi. Des vrais grands jeux, hein. Tu parlais de Next Level Game qui a été racheté, le studio, moi Luigi's Mansion, c'est peut-être dans le top 3, voire le jeu qui me marque le plus de la console entière. Il y a eu des grands jeux, quoi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais de manière générale, je trouve que le rythme des grosses sorties sur Switch reste quand même un petit peu calme. Moi, je sais que c'est pas la console que j'allume le plus, je sais pas si c'est ton cas, mais on a tous les deux la PS5, la Xbox Series. Ouais, c'est ça, mais je le comprends pas en fait, le rythme de publication des jeux first party chez Nintendo. Tu l'as dit tout à l'heure, la puissance de la Switch, ça a été son lancement, et en fait, c'est comme s'ils avaient impulsé une force, et en fait, comme si le succès était lié à cette inertie-là. Ils ont tapé ultra fort au début, et ils se sont rendus compte que le succès, comme une balle, en fait, comme ils avaient tapé très fort, elle était partie ultra loin, et là, ils ont plus besoin de rien faire, parce que la balle, en fait, avec cette force-là, continue à monter, ça se vend, le succès, les jeux, tu vois, un espèce de cercle vertueux, et presque comme à chaque fois je dis, c'est une formule magique, peut-être à peur d'y toucher, et là ils se disent, attends, on bouge pas, parce que s'il faut, Mario Kart il va arrêter de se vendre, je sais pas, tu vois, et comme s'ils cultivaient ce premier succès-là, et c'est bizarre. Mais c'est une belle métaphore et qui symbolise un petit peu ce que j'essaie de dire là-dessus, c'est que finalement le succès de la machine, c'est presque une vue de l'esprit, c'est cette première année qui nous a un peu tous matrixés et qu'on s'est dit, ok, la hype autour de la console est là, et ça se vend, et ça se vendra presque sans rien faire finalement, quoi. Donc Nintendo a quand même été malin, on peut pas dire qu'ils subissent ça, parce qu'ils ont joué avec une communication très très fine là-dessus. Et surtout, ce qui fait la force de la machine, c'est ce format hybride qui était dans l'air du moment et qu'ils ont su capter. On a vu qu'avec la Wii U, tu pouvais avoir la version où ça ne prenait pas, où les gens ne comprenaient pas le système. La Switch, c'est juste l'évolution du concept pour le faire comprendre et apprécier aux gens. Donc là-dessus, le format hybride, c'est vrai que c'est tout simple, pourquoi ça fonctionne, parce que tu as la liberté de jouer comme tu veux, donc chez toi, à l'étranger, en voyage, etc. Le choix, ça surfe sur la tendance à la mobilité aussi qu'on a connue avec les smartphones et qui est indéniable aujourd'hui, mais qui ne retranche rien l'expérience de base, c'est-à-dire que c'est le même jeu que tu auras en déplacement ou sur ta console. Et c'est aussi un support idéal pour les jeux indés là-dessus, donc je pense qu'on va pas se leurrer. Je sais pas à quel point ça joue dans le succès de la machine, mais c'est devenu un petit peu le support de prédilection pour tous ces jeux indés. Ça reste du prestige, c'est un peu du soft power, quoi. C'est bien d'avoir les indés avec soi. Tout le monde, à chaque annonce de jeu, quel qu'il soit, AAA, mais surtout indé, alors pas AAA des tiers, parce que ça tourne pas sur Switch, mais tout le monde, à chaque fois, le premier réflexe, c'est quand ça sort sur Switch, quoi. On veut tous jouer comme on veut, quoi. Et donc, ce concept hybride, il fait des émules. On a vu Steam qui a sorti ça, Steam Deck. J'avais émis l'idée, pourquoi pas PlayStation, est-ce qu'ils iraient pas lorgner là-dessus, on sait pas, on verra bien. En tout cas, c'est un peu le nouveau cool, comme on dit, ou comme on disait quand on était jeune, à l'époque. Moi, ce qui m'intéresse, la question qui me taraude vraiment, c'est est-ce qu'ils vont revenir en arrière ? Est-ce que la Switch, alors pas la Switch 2, il y en aura une, 4K et tout ça, c'est sûr qu'ils vont continuer sur cette lancée, mais la vraie nouvelle génération de consoles, comprenez-moi bien, tu vois, la vraie, pas la Switch 2, quoi. Est-ce que, ça y est, tu vois, le format hybride pour Nintendo est quelque chose qui est entériné et leur format, ça sera comme ça maintenant ? Ou est-ce que, je sais pas, dans 5 ans, parce que c'est ce qui est prévu peut-être, ils vont revenir sur une console peut-être plus de salon, avec une bataille de streaming, parce que 5 ans c'est loin, donc on sait pas où sera le marché, quoi. Ouais, exact. Je pense que c'est acquis, en tout cas tant que ça fonctionne, évidemment. S'ils arrivent plus à vendre de consoles, je pense qu'ils iront chercher d'autres idées, mais je pense que c'est acquis pour au moins un long terme quand même, malgré tout. Parce que la Switch, c'est une réussite commerciale quand même qui est incontestable, qui a su contenter la presse et le public. Donc ma chronique, il ne s'agit pas de dire le contraire, évidemment. J'espère que c'est bien compris là-dessus.
Mais est-ce qu'on peut juger que son succès qui est si indécent, en fait, est-ce qu'il est justifié? Est-ce que c'est vraiment une machine qui est tellement meilleure que la Wii U? Notamment, on l'a vu avec le catalogue de jeux. Je sais pas si c'est forcément le cas. Mais Nintendo a été bon parce qu'ils ont su au moins surfer un petit peu sur les envies et mener leur communication de manière assez maligne là-dessus, quoi. Donc, il y a rien de sale là-dessus. Hein. C'est quand même là aussi, ça contribue au succès d'une machine, la communication. On va pas se le cacher. Évidemment, tu peux avoir le meilleur concept du monde, s'il n'est pas compris, ça fonctionnera pas. Là, ils ont juste un concept parfait, percutant et accessible et compréhensible par le public, les gamers, les casus, tout ce que tu veux, à la différence de la Wii U où on n'a absolument rien compris au moment de l'annonce. Même si c'est un micro-phénomène, je pense que ça peut cristalliser une incompréhension complète, quoi. Oui, parce que tout s'est joué dans les têtes cette première année avec ce succès tonitruant. Et tu parlais de la conf annonçant la Wii U, personne n'avait rien compris. Ils n'ont jamais su s'en relever. Pareil pour la Xbox One, la conf de présentation de la machine, ça a été l'objet de moqueries pendant des années. La console s'en est jamais relevée non plus. Enfin, il y a l'expression, la première impression est toujours est toujours bonne, donc c'est quand même, on ne peut plus vrai dans le jeu vidéo, quoi. Et on en a parlé, on a fait une chronique sur les lancements, c'est hyper dur d'inverser une tendance, donc c'est hyper dur d'inverser une tendance d'un produit, d'un jeu, de quelque chose qui est lancé en commerce, en retail. Mais t'es en train de nous dire que c'est pareil au niveau de la communication. Une fois que t'as jeté, alors je vais dire t'as jeté ta pierre, mais absolument pas. Une fois que t'as jeté ton idée, ton projet, ta stratégie, si t'as pas réussi à capter l'attention, c'est foutu en fait, tu vas rester sur cette impression-là, quoi. C'est dingue. Tout à fait. Et tu nous parlais de la Switch. La suite, hein, c'est vrai que là-dessus on peut pas trop savoir. Nintendo persiste à dire que la console est au milieu de son cycle de vie. Alors ça fait 3 ans qu'ils disent ça, donc on voit que ça a pas trop de valeur. En tout cas, le succès ne semble pas freiner et c'est certain que les plans d'avenir ont été remaniés plusieurs fois parce que je peux pas croire qu'ils n'avaient pas d'autres versions de la machine en prévision, mais vu le succès, ils les mettent un petit peu en veilleuse en attendant de voir ce qui se passe. Comme on l'a dit, c'est là où presque ils sont victimes quelque part de leur succès, c'est que je pense qu'ils temporisent un petit peu en fait, sans trop savoir où aller en attendant de voir comment ça évolue. Mais aucun doute qu'on aura une Switch 2 qui sera plus puissante, qui sera 4K et compagnie. Alors ça sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans peut-être, mais c'est certain, la machine va pas pouvoir tenir non plus parce que là on a les consoles next-gen qui sont sorties et le gap technique se fait quand même sentir de manière assez intense. J'ai parlé de Kirby tout à l'heure. Franchement, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Vraiment, j'ai même des fois des petits relents de rétro où, par exemple, les jeux Square Enix qu'on a balancé tout à l'heure, c'est pas très Jojo, tu vois, mais j'aime bien, tu vois, ça me rappelle des souvenirs de l'époque. Mais des fois, c'est dur quand même. Ne serait-ce que aujourd'hui, un certain luxe, par exemple, sur les FPS. Quand t'es en 60 FPS, aujourd'hui, moi, je joue toujours pas en qualité, en performance. Et là, bon, certes, c'est Kirby, et je vois pas les FPS à l'œil nu. Mais c'est moins de 30. Hein. C'est vrai que c'est quand tu passes de l'un à l'autre, ça choque un peu. Ouais. Quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude. Dans le futur, je pense, de la Switch est assuré au moins cette année parce qu'on aura certainement du Zelda 2, du Bayo 3, du Metroid Prime 4, du Xenoblade 3. Ouh là là, tout ce que tu as dit là, je sais pas si c'est cette année là. On va voir. En tout cas, on n'a pas fini de jouer, j'ai envie de dire. Non, c'est clair. Mais moi, ce qui m'intrigue vachement, et c'est sur la punchline marrante, c'est que la Switch est à la moitié de sa vie, donc il resterait encore 5 ans. Mais dans 5 ans, il sera où le marché ? Enfin, je pense qu'on n'a absolument aucune idée, et surtout, justement, avec toutes ces évolutions des plateformes, le streaming, le téléchargement, le dématérialisé. Là, on a vu des ventes avec Elden Ring, avec des proportions de 80% d'achats en démat, 20% en physique. Dans 5 ans, c'est quoi ? C'est 95,5 ou c'est 100% ? Est-ce qu'il y aura encore des magasins ? On n'en sait absolument rien du tout. Ouais. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils avancent à tâtons. C'est pour ça que c'est pas stupide de dire, franchement, dans 5 ans, nous, on n'aura pas tellement bougé. Des fois, tu vois, Nintendo marche sur l'eau, c'est vrai, mais ils ont eu des coups de bol de dingue. Pandémie, certes, ils sortent Animal Crossing. Donc, un truc de ma boule. Sauf que eux, leur principe et leur stratégie, c'est de proposer une console hybride. Une console hybride, alors qu'on est tous en confinement pendant 2 ans, ça aurait pu être une catastrophe industrielle. Le principe même de la console, c'est sortez de chez vous. Et là, au contraire, non, c'était les gens jouaient dans leur lit, dans leur canapé. C'est quand même dingue. Donc, tu vois, on sait vraiment pas ce que demain nous réserve, et c'est absolument vide de sens ce que je raconte. Mais, tu vois, l'immobilité, tu vois, des fois, de rester attentif. Je pense que c'est vraiment pas con et c'est un peu la posture qu'ils prennent parce que de toute façon ils ont le vent dans le dos, ça fonctionne. Donc, et puis nul doute qu'en coulisses ça charbonne et qu'ils ont déjà des concepts plus ou moins prêts à être dégainés si besoin, quoi. Bien sûr, et sûrement ils ont moult versions, concepts et autres trucs. Merci Nico pour sur ce point. 5 ans sur la Switch, l'année prochaine, j'ai envie de dire. Non mais moi je trouve ça toujours très intéressant d'avoir un suivi justement très précis sur les choses. C'est l'heure de l'interlude top 3 de la petite pause, tranquillou.
on va parler d'un petit peu d'autre chose. Cette semaine, le top 3, c'est le top 3 des jeux qu'on n'aime pas, mais on n'y a pas joué. Alors déjà, ça veut dire quoi ça? Il me fait toujours marrer cet intitulé. On a tous des a priori. Hein. Voilà. On sait quand on est encore en émission, on est nuancé, on pèse le pour et le contre, mais qu'on discute entre nous, on n'hésite pas à être un peu plus un peu plus piquant, on va dire. Donc on a tous des jeux qu'on les voit, on dit mais ça a l'air éclaté, même pas j'y touche. Donc voilà, sans même y avoir joué, ce qui normalement tu dis d'abord tu joues et puis tu vois si t'as un avis dessus quoi. Ouais, c'est ça. Et là sans même y jouer, on dit non ça c'est nul. Ça. Alors attention, il y a quelques mois, on avait fait un top. C'était top 3 des jeux qu'on aimerait aimer. Alors c'est pas pareil. Rien à voir. Rien à voir. C'est des jeux. Les précédents, c'était des jeux on les aime pas, mais on aimerait les aimer. Là, c'est pas pareil. On n'y a pas joué, mais cela d'office. Ouais, ça a l'air éclaté. Ça nous dit rien du tout. Je te laisse la parole avec ton top 3. Je vais commencer avec Octodad, ce fameux jeu où tu incarnes un poulpe, et alors là c'est fait pour chaque membre du poulpe, sont attribués un bouton. Ouais. Enfin, de manière générale, c'est ces jeux un petit peu lol, moi, qui me plaisent pas trop parce que. T'aimes pas rigoler. J'aime pas les jeux vidéo. T'aimes pas jouer déjà. Là, mais tu vois, il y a genre God Simulator, I Am Bread et tous ces trucs où là pour moi ça va un peu trop loin, je vois pas trop l'intérêt et ça a l'air chiant et nul quoi. Voilà. Donc tout ça, évidemment, des a priori, on n'a pas joué au jeu. Hein. C'est subjectif et évidemment, c'est rigolo. C'est rigolo. Mon top 3 à moi, c'est Watch Dogs Legion, le dernier Watch Dogs en date. Je n'ai pas grand-chose contre Ubisoft. C'est vrai que c'est la tête de turc de pas mal de monde. Je cautionne pas du tout ce qu'ils font en termes de jeux vidéo. Dernièrement, je suis pas spécialement fan de leur dernière production. Far Cry 6, je n'y ai pas joué et il aurait pu être dans ce top 3 et il me dit rien du tout. Et Watch Dogs Legion, en fait, c'est pareil. Moi, j'avais bien aimé le 1. J'ai pas touché au 2. Tu l'as fait, toi, c'était assez sympa, le San Francisco. Ouais, il était plutôt cool. Et là, c'est qu'ils nous usent, même nous, quoi, maintenant. Et ouais, et franchement, le 1, moi, c'était vraiment un assassin-like, hein, et je l'avais franchement assez aimé, même le downgrade et tout m'avait pas choqué, mais là, c'est Watch Dogs Legion. Attention, Ubisoft, arrêtez avec Londres, laissez cette ville tranquille, après Syndicate, que vous avez ruiné, franchement, faut arrêter. La ville maudite. Non, mais ce principe de Watch Dogs, c'était que le premier, c'était quand même un jeu assassin-like où t'avais un personnage, une aventure, un début, un milieu, une fin. Là, ça a l'air le cas, mais en fait, c'est pas caractérisé, c'est-à-dire que tu peux incarner plusieurs personnages, passer de l'un à l'autre, d'où le sous-titre Legion. Ça me dit rien. Le concept part d'une bonne idée, je trouve, mais c'est vrai que dans l'application, tu joues des randoms sans histoire, sans charisme. Ouais. Est-ce qu'on a envie de ça, quoi? Pourquoi pas, mais pas, en fait. À toi, pour le 2. PUBG. Donc, de manière générale, les jeux multicompétitifs, c'est pas du tout mon délire. Mais alors, PUBG, où tu te bats avec une poêle, alors c'est à la base d'un mode du jeu Arma, mais tout ce qui est simulateur militaire pointu, où tu marches sur un caillou, ton perso il va boiter pendant 1h30, tout ça, c'est niet. C'est marrant ça. Ça, non, c'est rien du tout. Donc ça me dit pas du tout. PUBG, même pas avec un bâton. Même pas avec une poêle à frire. Même pas avec une poêle à frire. Mon top 2, moi, c'est Wii Play Motion. Alors ce jeu, déjà, c'est quoi? Vous savez ce que c'est Wii Play Motion? En fait, c'est la suite de Wii Play. Alors je suis pas spécialement fan des jeux de plateau numériques. Alors je suis pas un grand amateur de jeux de société en règle générale, j'ai rien contre, c'est juste que c'est pas dans mes pratiques de jeu. Et là, en fait, c'est un jeu de plateau Nintendo avec du motion gaming dessus. Il manque juste la VR, et je pense que là, c'est ton tiercé perdant. Ah ouais, là, il y a rien pour moi. Là, je m'ennuie. Je lis le jeu Wii Play Motion, je m'ennuie là. J'ai pas envie de. Voilà. Et toi, ton top 1? Mon top 1, c'est Borderlands. Alors, ça va faire bondir certains, je pense, mais. Il faut un peu des gros noms parce que faut troller, quoi. J'ai jamais capté Borderlands. L'humour, la DA, je trouve ça. Oh, la DA, c'est sympa. T'aimes pas le motion, t'aimes pas le cel shading, t'aimes pas le cel shading? Le joli cel shading, j'aime bien. Mais là, le jeu où tu dois shooter, looter, ah tiens, j'ai une nouvelle arme, ah tiens, j'ai une... Ah, au secours, quoi. C'est un gros looter. C'est même, c'est un peu l'un des fondateurs de cette tendance justement des shooters-looters avec Destiny et compagnie. C'est un des darons du game. Et Borderlands, ça cartonne, hein. On connaît des gens, mais c'est leur jeu de chevet, ils passent des heures et des heures dessus. Mais moi, je trouve ça a l'air répétitif, ça a l'air chiant, putain. On va pas vous donner les coulisses, mais en off, des fois, on discute entre nous des licences potentielles pour des livres, certes, d'analyse et tout. Et ça a eu, on a eu des conversations Borderlands, bien sûr, que ça intéresse énormément de monde. C'est une vraie franchise, une vraie IP, comme on dit. Après, nous, on n'est pas spécialement... Faut passer l'obstacle, de nous qui ne sommes pas du tout emballés par le sujet, quoi.
Merci pour ton top 1. Il fallait un bon nom là, un peu pour remuer tout ça. Et moi, mon top 1, je sais pas s'il va remuer, mais c'est Kentucky Route Zero. Alors celui-là, c'est vraiment mon top 1. Il a tout qui va bien. Il y a Annapurna. J'ai mon amour. Vous connaissez mon amour pour Annapurna. J'aime pas la ligne éditoriale de cet éditeur, hélas. Alors ils ont fait des bons jeux, Solar H. Après c'était Art Machine. Ils ont fini le jeu, ils ont donné Annapurna. Mais déjà Annapurna, quand il commence à toucher à l'édition, ça me va pas. Et j'aime pas la ligne éditoriale, j'aime pas la posture. Et Kentucky Route Zero, c'est peut-être le plus Annapurna des jeux Annapurna. Même moi qui j'ai fait une chronique sur Annapurna, il y a pas mal de jeux que j'aime bien, mais Kentucky Route Zero, il est allé trop loin pour moi. C'est le jeu arty, mais trop arty, qui oublie d'être un jeu, qui oublie d'être intéressant, ludique. Enfin, merci d'en parler pour moi parce que j'y ai pas joué. Vous avez compris le top 3, moi j'ai pas touché à ce jeu. Mais moi, j'ai fait 3 chapitres, mais il y a en plus des chapitres, il y a des intermissions, là, des intermèdes, c'est quoi le nom français, je ne sais plus. Comme des interludes, top 3. Ouais, des interludes. Et c'est une pièce de théâtre, mais qui dure 15 minutes. Il y a pas une expo d'art tu visites pas une expo d'art dans le jeu? Ouais. Ah, ça fout la fever. Donc, c'était mon top 1, moi, Kentucky Route Zero. Désolé à tous ceux qui adorent et aiment les jeux de ce top 3, mais... Oui, c'est le but de la rubrique, c'était un peu rigolo, quoi. Un peu de troll. On n'a pas joué à ces jeux, ne vous en voulez pas. Mais n'hésitez pas. On sait que c'est pas bien de juger. Mais voilà, mais prenez-vous la parole et assumez. Et dites-nous les jeux que vous n'aimez pas, vous pouvez pas les voir, mais vous n'y avez pas joué. C'est ça qu'il faut assumer, c'est que vous n'y avez pas joué. On est tous pareils, on a tous des a priori. On est plein d'a priori tous. Allez, on file avec maintenant des jeux de voiture, avec la seconde chronique, et là on va s'intéresser au mode solo des jeux de voiture. C'est ce qui nous intéresse à nous, à tous les deux, en tout cas, les jeux de voiture. Donc c'est ma première question, Nico, toi, comment tu joues aux jeux de caisse? Est-ce que c'est le solo qui t'avance? Qui te branche, qui t'intéresse? Alors, je suis pas un gros joueur de jeux de voiture de base, mais effectivement, si tu mets un mode solo, ça peut m'inciter à y jeter un œil. Sinon, c'est pas tellement mon délire. C'est pas tellement ton délire. On va parler de 2 nouveautés qui sont sorties très récemment. Donc le premier, Grid Legends, donc on n'en a pas trop entendu parler. Hélas, alors que c'est le successeur spirituel des Toka Touring Car, donc c'est pas n'importe quoi, c'est une série de jeux qui a été développée par Codemasters, comme la plupart des jeux de voiture, ça sent. C'est un peu leur délire. Ouais, c'est une série qui a débuté en 1997, très belle année, grande année, donc avant Gran Turismo, il faut quand même le préciser. En tout, il y a eu 6 Toka et 5 Grid, donc les Grid, c'était la suite des Toka, en comptant le nouveau. Et donc, Grid Legends, c'est le petit nouveau qui est toujours développé par Codemasters, mais pour la première fois, en fait, c'est édité par Electronic Arts depuis le récent rachat, il y a 1 an tout pile, c'était pour 1,2 milliard. Regarde, maintenant, en 1 an, 1,2 milliard, c'est quoi maintenant? C'est broutille. C'est Starbucks. Ils auront soufflé sous le nez de Take-Two. Ouais, c'est ça, ils les ont soufflés. Mais bon, je t'invite pour un café, 1,2 milliard. Comme maintenant, on parle de 68. C'est un truc de malade. En 1 an, c'est comme les choses, ils ont changé. Donc, le sous-titre de ce jeu, c'est Legends. Ça me fait penser à des titres comme Fight Night Champions, un jeu de boxe qui mettait énormément l'emphase sur le solo. Et ça tombe bien, car le solo, c'est ce qui nous intéresse à nous aujourd'hui. Et le solo de Grid, en fait, il est assez classique dans son déroulement. En fait, tu as un menu, tu choisis une case qui va donner accès à une ou plusieurs courses avec des objectifs de résultats, tout aussi classique. Tu arrives au moins 3e, gagner la course, ce genre de truc, très classique. Voilà, c'est tout. En fait, il y a une 30aine d'épreuves et c'est terminé. Mais dans la forme, le mode solo de Grid, il se démarque pas mal parce qu'en fait, entre chaque course, tu as droit à des vidéos live avec des acteurs. Bon, ça nous ramène direct dans les années 80, la FMV, tout ça, avec tout ce que ça draine de clichés. Bon, c'est des séquences. Ces séquences-là, franchement, elles sont marrantes, elles sont un peu mal jouées, il n'y a pas trop de budget. Bon, la FMV, il faut dire que ça a quand même son charme. Est-ce que toi, c'est un cachet que t'aimes bien, la FMV? Oh, la FMV, c'est tellement associé au kitsch des années 80 que bon, c'est pas forcément. J'ai jamais trop expérimenté ce genre de jeu, mais là, c'est vrai que quand on voit le rendu, t'as l'impression qu'ils ont fait un peu comme Mandalorian avec des écrans qui simulaient les décors et c'est toujours très plat en fait. T'as l'impression. Enfin, tu sais qu'ils sont dans un studio de 3 mètres carrés en fait. C'est pas ça, ils ont pas le budget. Là, ils avaient pas la techno. Ils avaient juste une grande télé derrière. Bon, toujours dans la forme de ce mode solo, au-delà de la mise en scène un peu fantasque, on vient de le voir, le championnat dans lequel on évolue dans ce mode solo, il est tout aussi un peu imaginaire, car on suit la carrière d'un pilote dans une équipe mixte. Et ça, c'est trop bien, car en vrai, en fait, ça n'existe pas. Il faut savoir qu'il n'y a que 3 sports en fait, où les hommes et les femmes concourent ensemble. Il y a la voile, l'équitation et les sports mécaniques. Bon, ça c'est en théorie, car la dernière fois qu'une femme était dans un baquet, dans un championnat mixte, c'était en 1976, et depuis, plus rien.
Eh ben bravo. Bravo les voitures. Bon, du coup, juste un petit info, depuis l'année dernière, il existe les W Series, c'est un championnat 100% féminin de Formule 3. C'est super, c'est diffusé sur Canal+, il y a des belles batailles, franchement, les écuries sont plus équilibrées par exemple qu'en Formule 1, donc c'est vraiment très 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 stylé. Et donc, c'est ce que nous propose Grid. Enfin, dans Grid, justement, c'est mixte, tu vois, c'est la différence de ce W Series là. Et d'ailleurs, même le pilote star de notre écurie, donc dans une écurie, tu as toujours 2 pilotes, là dans Grid, la star, c'est une femme. Et nous, en fait, t'es le petit nouveau rookie qui doit faire ses preuves, comme d'hab, le petit clicheton. Bon, le jeu, il est aussi moderne et progressiste pour d'autres choses, pour les catégories qui sont proposées dans les voitures. En fait, il y a beaucoup de catégories de véhicules électriques. Tourisme, monoplace, en fait, il y a tout. Encore une fois, c'est vachement bien de mettre en avant ces catégories parce que de toute façon, ça devient assez classique et populaire, en fait, dans la vraie vie. T'aimes bien toi l'électrique, t'as déjà vu tu sais qu'il y a un formule, il y a un championnat aussi avec les W Series de monoplace électrique. Ça fonctionne. Tu me sais pilote de voiture électrique dans la vraie vie de temps en temps. C'est vrai que tu es amateur personnellement de voitures électriques. Bon, au-delà de ces considérations, le championnat reste imaginaire car les épreuves elles sont super variées. T'as du circuit spécial, t'as des véhicules différents, du poids lourd sous la pluie, sous la neige. Franchement, c'est un peu n'importe quoi. C'est bigarré du coup. C'est fun, franchement, pas trop se prendre la tête. Le scénario en lui-même, il est tout aussi fun, avec ses vidéos FMV. T'as des dramas, des rebondissements, des accidents. C'est les feux de l'amour, quoi. C'est ultra les feux de l'amour. Mais tellement parce qu'en fait, il se passe vraiment des trucs rocambolesques, quoi. Et comme c'est filmé en live action, quoi, c'est un peu rigolo, quoi. J'ai une question. C'est vrai qu'on te propose d'incarner ce joueur avec cette scénarisation. Tu te sens de plus en plus derrière le volant toi-même, mais est-ce que ça a un impact ce que tu fais si tu gagnes une course, tu finis 8ème? Est-ce qu'ils ont des embranchements? Est-ce qu'il y a des... Non, en fait, il n'y a aucun embranchement. C'est dommage, ça. Tu as moins d'implications, contrairement, par exemple, tu vois, au jeu F1, où tu vas avoir des choix en tant que pilote. Là, c'est pas le cas. Après, c'est assez compréhensible, je pense, parce que ça aurait demandé énormément de budget de tourner des scènes différentes pour autant de versions du scénario. Là, tu as une seule version. Pour passer au niveau suivant de l'histoire, il faut que tu arrives, par exemple, 3ème. Et si tu arrives 3ème, il se passe un truc. Mais il n'y a pas d'arborescence et d'embranchement scénaristique, ce qui peut se comprendre par rapport au budget. Mais voilà, pour le solo, en un mot, il est fun. Fun, c'est aussi la tendance du jeu, en règle générale, qui est très tournée vers l'arcade, même avec toutes les aides de désactiver. Le jeu est par exemple très accessible dans les réglages moteurs proposés. Tu vois, c'est super simple, tu as 5 réglettes à toucher avant la course et c'est tout. Mais un truc qui est sympa, c'est que tu vois, ces réglages, même sommaires, en fait, ils ont un vrai impact en course, c'est palpable. Ça, c'est très cool, belle démarche pour favoriser le flow et rester dans l'amusement tout le temps. On n'est pas là pour se buter sur la télémétrie, ça c'est plutôt pour Gran Turismo après. Encore une chose sur le fun, et c'est important car ça concerne les tracés. Dans Grid, en fait, il y a pas mal de circuits qui m'ont fait penser à MSR, c'est le jeu du studio Bizarre Création, avec des circuits, tu vois, en ville, colorés, vivants. Et l'autre truc qui me rappelle les jeux de Sega, tu vois, c'est les points qu'on débloque. Les kudos. Les kudos, exactement, qui rappellent aussi un peu le système de Forza Horizon. Alors c'est sympa, mais bon, quand c'est à l'excès, comme dans les Horizon, ça me dérange un peu. Ouais, c'est genre, t'as tourné le volant, tiens, super, 100 points, quoi. Ouais, c'est un peu pour tout et rien, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça. Autre élément, et pas des moindres, c'est l'intelligence artificielle. Et ça, comme dans tous les jeux de voiture, c'est pas satisfaisant. Moins poliment, c'est éclaté. Mais dans Grid, juste, il y a du mieux, et ça, il faut le souligner, ils ont tenté des choses. En fait, dans Grid, si ta conduite, elle est agressive avec un pilote, si tu lui rentres dedans, par exemple, tu vois, dans un virage, tu prends appui sur lui, le jeu, il va te le désigner comme ton ennemi juré. Alors, c'est cool, c'est une super initiative, ça va dans le bon sens, ça agrémente l'expérience solo, tu vois, mais ça reste carrément les balbutiements de l'idée, ça reste un gimmick, ce truc de l'ennemi juré, en fait, c'est très mécanique et très téléphoné. Ouais. Après, c'est vrai que rien que de voir des acteurs les incarner, parce que tu vois les autres pilotes aussi, j'imagine, incarner leur rôle. Dans les scènes MFV. Ouais. Tu mets un visage sur une voiture, déjà, je trouve que c'est un côté un peu rigolo, quoi. Et déjà, t'as un grand méchant. Dans les FMV, t'as un brin taciturne. Qui fronce les sourcils, évidemment. Je ne vous parle pas trop de la fin, mais tu vois, il y a de la corruption. Il y a des magouilles. Il y a des choses. Ça, tu me donnes envie. Il y a des choses qui sont faites qui sont pas. C'est pas sympa, tu vois. Bon, tu vois, ce système, il me rappelle le système de pression de Need for Speed Shift. Déjà,
incroyable jeu avec une sensation en course dans le cockpit. Je crois qu'on n'a jamais fait mieux. Mater des vidéos de Need for Speed Shift, c'est incroyable. Et en fait, il y avait un truc dans ce jeu où en fait, l'IA, elle avait une jauge qui montait en fonction de la pression que tu mettais aux autres pilotes. En fait, une fois de la jauge pleine, le pilote, en fait, il faisait une erreur. Mais pareil, hein, c'était assez mécanique. Par exemple, le mec, il tapait un spin au milieu de la ligne droite juste parce que tu te rapprochais un peu de lui et sa jauge, en fait, elle arrivait à la fin. L'ennemi juré dans Grid, c'est la même chose. Tu frôles à peine un concurrent, il va vouloir retrouver, te maudire toute ta famille. C'est très, c'est je t'aurais, quoi. Alors que tu l'as à peine touché. Mais bon, ce truc d'ennemi juré, Nico, on en a un peu parlé. Tu m'as dit, mais c'est pas nouveau, ça. Je connais les bails, moi. Ça vient d'où? Alors, faut savoir, dans Mario Kart, quand tu commences un championnat, systématiquement, si tu gagnes la première course, celui qui sera deuxième, ça sera tout le temps celui qui finira deuxième ou premier de chaque autre course. Ça va être ton rival, celui qui sera juste derrière toi niveau points. Donc voilà, c'était juste pour personnaliser un peu. Mais carrément efficace. Mais tu vois, cette sensation de ce personnage qui va être toujours derrière toi, qui va te gagner. Moi, j'ai des barrettes de Mario Kart, tu vois, en 250, où ça commence à être un peu dur. Ou par exemple, le perso, le second, il était vraiment chaud, il me dépassait. Et tu vois, par exemple, Luigi, je l'aimais pas. Parce que c'était un des mecs qui m'avait embêté en tournoi. C'est un artifice simpliste, mais qui fonctionne, quoi. Bon, dernier mot en ce qui concerne le solo de Grid. Il y a aussi un mode carrière, tu vois, avec exactement le même principe que le mode scénario, c'est-à-dire des épreuves différentes, des objectifs, des véhicules variés, mais là, en fait, pas d'artifice. C'est l'autre différence, c'est que c'est un petit peu plus long, alors que le mode scénario, je pense qu'il est claquable en moins de 10 heures, même pas. Franchement, ça va. Il y a une trentaine d'événements. Là, c'est juste que c'est beaucoup plus long, beaucoup plus riche. C'est quand tu as fini le scénario, ton mode solo, il se transpose sur le mode carrière. Voilà pour Grid. Je sais pas si ça te donnait envie. Ça a l'air rigolo, mais en tout cas, je trouve qu'au moins c'est louable d'essayer d'apporter quelque chose dans le solo. En plus, tu dis qu'il y a 2 modes solo, donc tu as le mode classique pour ceux qui n'ont pas envie de jouer le jeu là-dessus. Ouais. Mais c'est un truc en plus, quoi. Moi, je trouve ça rigolo. On passe à Gran Turismo 7, le gros morceau, hein, donc 9 ans depuis Gran Turismo 6, hein, c'était en 2013. Il y a eu en 2017 GT Sport, donc qui était dédié au multijoueur et à l'e-sport, mais il manquait quelque chose, hein, il manquait le solo. Pourquoi il nous a manqué depuis tant d'années, depuis 9 ans? C'était pour son solo. Bon, pour son gameplay, bien sûr, hein, les Gran Turismo, hein, c'est des jeux qui tendent vers la simulation tout en restant abordable et donc un peu arcade. Le sous-titre du jeu, même du 7, hein, ça reste The Real Driving Simulator, hein, la punchline. À l'époque, ça avait fonctionné, on parle toujours de la com et du marketing, mais c'est quelque chose qui avait pesé. Hein. Tu te disais, à toi, en tant que joueur console, j'ai une simulation de ouf, c'était quand même un truc. Ouais, hein. Pour un jeu sorti un peu de nulle part, en plus, on avait tous pris en pleine face. Tellement. Donc, le gameplay, évidemment, c'est important, mais c'était surtout ce solo qui était très, très, très attendu. D'ailleurs, hein, j'en parlais dans une chronique précédente, le solo de Gran Turismo, c'est l'un des pivots dans le game design des jeux de voiture. Hein. C'était une transition entre les jeux arcade, en salle d'arcade, et les jeux console. C'était un mode de jeu qui offrait des perspectives sur le long terme. Et c'est important, hein, quand tu es tout seul dans ton salon avec des longues heures, d'avoir quelque chose à faire sur le long terme, pas simplement tourner sur tes circuits en mode arcade. Il fallait quelque chose, en fait, de, tu vois, un peu sérieux qui va constituer l'ensemble de tes parties. Donc, c'était même, rappelle-toi, un solo qui était marquant, tu vois, physiquement. Dans Gran Turismo 2, le mode solo, le mode carrière, il était dans un CD à part. T'avais le CD carrière et le CD arcade. C'est vrai. Je sais pas si j'ai déjà mis le CD arcade dans la console. C'est un truc de malade. Hein. Et rappelez-vous, ce CD sentait le bitume. On avait parlé dans un top 3. Et donc ce solo, hein, qui a fait de Gran Turismo à l'époque de la Play 1 un jeu populaire, tout public et une grande franchise pour Sony, une franchise pour Sony qui a vendu plus de, vas-y, balance un chiffre, combien? 50. 80. Oh 80 millions de jeux aujourd'hui. Gran Turismo, ça reste quelque chose de méga important. Est-ce que toi, Gran Turismo 1, il t'a marqué à l'époque? Il m'a marqué, mais pas parce que je suis un fan de simu, je l'ai dit, les jeux de voiture c'est pas trop mon truc, mais justement c'est le jeu qui est tellement arrivé avec cette aura qu'on y a tous joué parce que c'était un peu le nouveau truc à essayer du moment, quoi. Ouais. Le jeu pour tout le monde, même tous ceux qui ne jouent pas aux jeux de voiture, a été intrigué par ce mode. C'était un peu ce mode solo aussi qui cultivait un petit peu le mystère. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas que à tourner ou à faire un time attack, quoi. C'est qu'est-ce qu'on va y faire dans ce mode solo. On va parler de Gran Turismo 7. Gran Turismo 7, moi je vais le désigner comme un jeu d'amoureux. En fait, dès l'intro, tu vois que c'est un titre qui est fait par des passionnés, et plus que des passionnés, c'est fait par des gens qui sont amoureux. Tout de suite, dès les premières images de l'intro, tu vois, on nous présente les ambitions de ce Gran Turismo. On va parler de voiture, et on va en parler amoureusement. Les images sont belles, on est hypnotisés, nous, en tant que spectateurs, car on regarde cette intro avec des yeux d'amoureux aussi.
Et comme quelqu'un d'amoureux, Kazunori Emoshi, donc le créateur et patron de Polyphonie Digital, de studio, parfois il est un peu maladroit, il est un peu relou, trop emporté par ses sentiments. Il est maladroit, mais il est amoureux, donc il est un peu attendrissant et on peut pas lui en vouloir en fait. C'est un romantique. C'est un romantique, tu vois, son intro par exemple, hein, elle est magnifique, les plans sont vraiment incroyables, hein, franchement, en termes de cinéma même, c'est vraiment très 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 beau. Mais elle est un peu longue, hein, on se demande s'il est pas un peu relou. Hein. Mais bon, ça passe. Parce oui, parce qu'il il est amoureux. Je l'ai commencé en mode c'est cool et tout, c'est classe. Puis au bout de 7 minutes, j'ai fait bon mec, tu me laisses jouer un peu s'il te plaît. Mais tu lui en veux? Non, j'en veux pas. C'est beau. Bon, dans Gran Turismo 7, il est amoureux évidemment, mais c'est un jeu qui va nous faire piloter des voitures, mais aussi très important, il va nous instruire. C'est un jeu plein de savoir, plein de passion, et il veut nous la transmettre. Le jeu, il va nous raconter l'histoire de la compétition automobile, il va même nous raconter l'histoire de l'automobile en général, hein, des voitures que vous pouvez avoir, vous, moi, une Toyota Yaris, vous saurez tout de tout. Donc il est question ici de patrimoine, hein, on nous le présente comme quelque chose de très respectable, de très noble en fait. Ce ton, très classe, très prestige, hein, ça nous permet de glisser sur le mode solo de Gran Turismo 7, hein, qui est vraiment dans ce ton-là. En fait, il est comment, nous, quand on y joue, le mode solo, c'est une map sous forme de ville, en fait, et chaque lieu va correspondre à une activité. T'as le multi en ligne, le garage, le musée, t'as une partie tuning, t'as les permis, les missions, etc., etc. Mais ce qui va cristalliser notre jeu solo à nous, c'est le café, ce café qui est très classe, qui est très... je trouve ça génial. Bon, déjà, un truc à savoir, à petite parenthèse, c'est que les cafés, alors pas la boisson, hein, le lieu, c'est un délire au Japon, hein, c'est quelque chose qui est très important, c'est un lieu de réunion où les gens se retrouvent. Alors oui, vous allez dire comme chez nous, hein, mais dans les grandes villes au Japon, la vie à l'extérieur du domicile, c'est quelque chose qui est très important. Et donc les cafés au Japon, il y en a de toutes sortes, hein, il y en a même avec des chats, vous connaissez le principe. Hein, il y en a même à Toulouse. Ça a été importé en France depuis, ça s'appelle les bars à chats, mais c'est des cafés, donc faut suivre un petit peu. Donc ces cafés, c'est là que les courses vont se débloquer. Le barista, elle va nous proposer des courses avec des petits menus, des défis qui vont dérouler le fil rouge du mode solo. L'ambiance est géniale, petite musique jazzy, le son des dialogues est la chose la plus satisfaisante qui existe. Je vais pas vous le... Non, je le fais pas. Mais c'est incroyable. On est bien, on est au calme, tout est beau, tout est propre, tout est élégant. Qu'est-ce que t'en penses de cette ambiance? Tu m'as parlé d'un jeu de daron, d'une daronnade. On est entre esthètes, voilà, c'est pas Forza où on te gueule, yo les jeunes, vas-y on va faire des courses, ça va être trop bien. Non, pose-toi, prends un cigare, serre-toi un whisky, on est entre nous, tranquille. Ils ont pas pu parler évidemment d'alcool et tabac, bien qu'au Japon la réglementation sur les publicités comme en Suisse est différente qu'en France. S'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait. Le whisky au Japon c'est un délire aussi. Hein. Ouais, mais... tu sens cette ambiance se poser, on te passons dans le café s'il vous plaît. Voilà le menu de la compétition du jour. Enfin, c'est trop con parce qu'on peut trouver ça ridicule, j'imagine. On peut trouver, mais je trouve que ça fonctionne de ouf, c'est une super idée quoi. Mais t'as vu la gueule du café, il est perdu au milieu d'une forêt. C'est le truc le plus beau, on dirait un spa. Le truc, genre la série Netflix sur les maisons de ouf et tout. Ben voilà, le café c'est un truc comme ça. Il y a Tavago garé devant et tout en mode salut Louis le barista, je viens prendre un petit kawa aujourd'hui, torréfié avec soin. Et donc voilà, le mode solo c'est ça, il te présente différents menus et c'est des objectifs. Il va falloir que tu ailles gagner 3 voitures d'une catégorie très précise. Mais bon, dans le solo, au début, il va falloir commencer en bas de l'échelle et il faudra acheter une voiture d'occasion. Mais oui, c'est ça qu'on veut, c'est ça, on veut galérer comme un étudiant pour acheter une voiture citadine avec peu de kilomètres. J'imagine bien les mecs de Forza dire mais what, pourquoi mec, je te donne les meilleures voitures du monde tout de suite gratos, pourquoi tu veux une Prius d'occasion qui fait du 50 km/h? C'est complètement l'inverse, donc moi c'est un truc que je kiffe énormément, le solo de Gran Turismo 7, en fait c'est qu'il y a un game design avec une progression qui est verticale, il y a une vraie montée en puissance, on débute avec une petite voiture d'occasion, il faudra des heures de jeu avant de piloter des vraies voitures de course. C'est l'inverse de Horizon, tu viens de le dire, qui nous fait conduire une AMG direct. Hein, c'est le premier truc que tu as en main. Vraiment, hein, juste, je veux préciser, c'est très long avant de pouvoir conduire et posséder une hypercar. Et ce temps, c'est pas n'importe quoi, c'est le temps qui va être nécessaire pour nous d'apprendre à mieux piloter. Et Gran Turismo 7, il est incroyable sur ce point. Alors, il y a bien des aides au pilotage, mais beaucoup d'entre elles ne vont pas conduire à notre place. Elles vont nous aider à progresser. Et ça, c'est vraiment génial. Les fondamentaux du pilotage, ils nous sont présentés avec les permis, les missions, mais en course, avec les aides, certaines aides, elles vont t'aider à progresser, à devenir un meilleur pilote. Un exemple, s'il te plaît, quoi. L'aide au freinage.
Tu vois, tu peux la configurer en piste pour que le jeu te montre une piste, te montre une zone de freinage et pas un tracé dynamique comme on peut le voir ailleurs. Tu vois, dans la plupart des jeux, tu vois le tracé parfait et quand tu arrives sur le virage, le tracé va se transformer en rouge et de façon dynamique, tu vas freiner. Ben, là, dans Gran Turismo, c'est pas le cas. C'est une zone de freinage qui est en fait en amont du virage et ça va nous faire comprendre ce qui est l'attaque de frein. C'est le fait qu'il faut freiner très fort avant le virage, accompagner la voiture dans la courbe et pas freiner en tournant. Évidemment, on joue sans ABS, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu vois, Forza, si tu joues avec cette tête de jeu, tu vas arriver, tu vas freiner en tournant, sauf que ça se passe pas comme ça. Là, le jeu, il te montre vraiment comment ça se passe. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, les exemples, là, je vais pas les aligner, mais bon, c'est la première fois, et ça, c'est très important, que je vois un jeu mettre en place et en avant les repères visuels. Ils en parlent dès le début de qu'est-ce qu'un repère visuel. En fait, les repères visuels, c'est les éléments de la piste qui sont au bord de la route et qui peuvent te servir pour repérer et trouver le point de freinage, le point de braquage, le point de corde et enfin le point de sortie. Ça, c'est des trucs qui sont fondamentaux pour bien prendre un virage. Le jeu, il va nous aider à les repérer et on va comprendre et en fait, on va progresser. Et ça, je trouve ça tout bonnement génial, je crois. Enfin, perso, j'ai jamais vu un jeu qui te mettait ça en avant. Et donc, c'est cette classe de Gran Turismo qui va te dire, je vais pas conduire à ta place. Il y a des aides de jeu qui peuvent le faire. Tu peux en mode très facile, ça freine tout seul même. Mais tu peux vraiment configurer pour avoir justement ces repères visuels. Et si vous regardez la F1, les pilotes, ils en parlent souvent de ces repères visuels. Ils disent par exemple tel circuit ou tel circuit, ça manque de repères, ils voient rien. Ils disent, et c'est pour ça par exemple qu'avant les virages, tu as aussi les mètres. C'est pas parce qu'il a 200 mètres, ils s'en foutent de ça, ils connaissent le circuit par cœur. C'est juste qu'ils ont besoin de repères visuels. Et même le regard, en règle générale, regarder où on va quand tu conduis, c'est hyper important. On nous l'a tous appris au permis. C'est vrai. C'est le regard loin, porte le regard loin. Exactement. Là où le regard se porte, c'est là où le véhicule va aller, que ce soit en voiture ou même en moto. Cet élément qui est mis en valeur dans un jeu de voiture, c'est la première fois que je vois ça et c'est vraiment incroyable. En revanche, tout ça, c'est un peu entaché par des mécanismes de jeu qui sont vraiment pas sympas. Et là, j'avais beaucoup d'amour pour le jeu. Et il y a vraiment des trucs qui m'ont extrêmement dérangé. Et là, c'est la cata. Bon, dans le développement de jeux vidéo, en règle générale, on connaît depuis quelques années le poste de economic designer. Ça, c'est quelque chose qui est assez récent, mais maintenant, en fait, on peut voir le résultat réellement. Et Gran Turismo en est vraiment une incarnation. Alors, je dis ça parce que les Gran Turismo, en tout, il y en a 8, et c'est la première fois qu'on voit ce genre de choses si flagrantes. Bon. De quoi je parle, je suis pas content, mais je vous dis pas que c'est. Déjà, la chose qui va matérialiser notre progression, c'est une jauge de collectionneur. Alors ok, la collection c'est important, on sait qu'il y a 400 voitures qui sont disponibles, mais ce que je comprends pas, c'est que le jeu, en fait, il nous aide à piloter, à nous améliorer, à devenir un meilleur pilote. Et elle est où la jauge de pilotage ? C'est ça que je comprends pas moi. Dans Gran Turismo, c'est notre collection qui est valorisée et pas notre habilité. Et ça, je trouve ça super décevant, et c'est pas du tout en accord avec la philosophie du jeu qui te prouve et qui te montre que tu vas devenir un meilleur pilote, alors que là on te dit finalement qu'est-ce que ça veut dire, que tu es un meilleur collectionneur. Je trouve ça super je trouve ça vraiment décevant et c'est pour ça que je parle d'économic designer, on sent que ça vient de l'extérieur. Alors Kazunori Yamoshi, c'est pas un saint, il doit être impliqué et on l'a vu, c'est un amoureux, donc ce qui me dérange, c'est que ces directives, j'en sais rien, mais j'ai quand même l'impression qu'elles viennent de l'extérieur. Elles viennent peut-être de Sony, elles viennent peut-être de ces economic designers qui sont arrivés pour brancher quelque chose. Je trouve qu'il y a une dissonance entre ce que le jeu nous raconte, ce que le jeu nous inculque et ce que le jeu nous montre en fait par différentes formes. Ça me dérange un peu. Bon, un autre exemple, dans Gran Turismo 7, il y a des menus dédiés à la collection. On l'a vu, c'est important. Tu vois toutes les voitures qui sont classées et grisées alors que tu les possèdes pas. Bon, ça va, c'est gentil, c'est comme un Pokédex. À deux doigts de dire que j'aime bien, moi ça fonctionne de ouf sur moi. Et on l'a vu, la collection c'est quelque chose qui est important. Mais des systèmes comme ça dans Gran Turismo 7, il y en a masse. En fait, on nous propose une jauge de collection, on l'a vu, mais tu as aussi une jauge d'entraînement quotidienne où on mesure ta collectionnite, mais on mesure aussi ta fidélité. C'est de la rétention en fait, le jeu il veut nous garder pour à terme nous faire dépenser. Alors pour le moment, mais ça peut arriver, il n'y a pas de récompense et des défis à cet entraînement quotidien. Mais dans la forme, ça pourrait devenir comme des Battle Pass ou des Daily Quest. Tu vois même en haut de ton menu, tu as un petit mec qui court en fait. Et c'est ça le truc d'entraînement quotidien. Ça te dit, est-ce qu'aujourd'hui tu as piloté suffisamment ? Est-ce que tu es bien entraîné au pilotage ? Ce qui dans le fond est cool, parce que c'est ce que Gran Turismo nous montre, il nous aide à être un meilleur pilote. Mais ce que ça veut dire, c'est que, est-ce que tu as rempli ta jauge ? Est-ce que tu as joué aujourd'hui à Gran Turismo ? Je trouve que ça peut un petit peu basculer.
Autre chose, il y a vraiment des exemples, il y en a partout. Tu gagnes des tickets de loterie dans ce jeu. Et avec différents niveaux de gains de loterie. Alors pour les activer, en fait, tu dois aller dans ton garage et là, tu vois 5 cadeaux. Et tu as une lumière qui va tourner comme une roulette de casino. Elle va ralentir et désigner le lot remporté. Et bah, ce truc, ça s'appelle en fait une loot box. Alors dans la forme et l'objectif, c'est exactement ça. Sauf que là, tu n'as pas à payer pour l'avoir. Mais tu as un mécanisme dans le jeu. Parce que là, on n'a pas tout perdu. C'est que j'ai même pas payé pour l'avoir. Je suis même pas, tu vois, j'ai même pas donné de l'argent en plus à Sony. Et je me retrouve avec des loot box gratuites dans mon jeu. Je trouve ça un peu chelou. Allez, dernier exemple. Parfois, à la fin d'une épreuve, une épreuve de collection, même d'ailleurs, quand le barista te demande de récupérer 3 voitures d'une gamme, bah, à la fin, tu peux gagner l'une des 3 voitures. Sauf qu'on te demande de la choisir à l'aveugle. Ah, c'est encore un système de loot box. C'est que on te montre 3 voitures, on te les masque et on te dit bah, vas-y, choisis 3. Tu sais, comme le jeu des gobelets, quoi. T'as 3 trucs cachés, tu dis bah, moi je veux le deuxième. Et on te dit ah bah c'était celle-là. Encore un système, tu vois, qui est pas très sympa. Bon, tout ça, c'est des interfaces et des systèmes qui vont activer des leviers, tu vois, psychiques et physiologiques. On a envie d'aller plus loin, on a envie de tout collectionner, et c'est plus fort que nous. C'est comme les applications mobiles qui nous font scroller vers le bas parce que ça simule le bandit manchot d'une machine à sous dans un casino. Tu vois, alors je parle pas des microtransactions, mais dans Gran Turismo, il y en a aussi énormément. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, en fait, c'est du pay to fast. C'est que tu peux débloquer des choses plus rapidement, mais des choses qui existent dans le jeu et qui sont débloquables de façon classique et gratuite. Tu vois, tu peux acheter des crédits, alors ça va de 2,50€ les 10 000 crédits à 20€ les 2 millions de crédits. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut avec sa thune, il n'y a pas de souci. Il y a des voitures qui sont à 3 millions de crédits, donc ça fait 30€ pièce, la voiture. Donc c'est cher, c'est long. En fait, le truc, c'est ou c'est cher ou c'est long à débloquer. Et pour Raphaël, il faut tout collectionner. C'est des Pokémon. Le jeu vraiment t'incite, on la rappelle, il y a une jauge de collection, on s'en fiche de ton niveau de pilotage. Ce qui compte, c'est que tu les aies tous. Donc voilà, tu vois, dans la forme, je suis pas très content. Dans le fond, ça me satisfait. Parce qu'en Turismo 7, je l'aime. Tu vois, le jeu, il est classe, élégant. Je parlais tout à l'heure d'amour. Le jeu, il en déborde. Mais il y a cette surcouche, en fait, qui est pas très belle, en fait. C'est des mécanismes de rétention qui gâchent un peu la fête, je trouve. Il n'y a pas moyen de faire fi de ça en disant je me concentre sur mes courses, justement sur mon pilotage, et puis la collecte, je m'en fiche. C'est vraiment. Non, toi, en tant que ta progression, en fait, c'est ton niveau de collection. Tu gagnes des niveaux de collection. Tous ces loot box gratos te sont mis devant les yeux tout le temps. C'est presque comme si on voulait nous initier à ces mécanismes, alors que, tu vois, même Sony ne gagne pas spécialement d'argent. Le seul truc qu'il y a à vendre pour l'instant, c'est que tu peux acheter des bundles de crédits en pay to fast pour aller plus vite. Après, ça c'est condamnable ou pas, mais il y a plein de jeux qui le font, tu vois. C'est que si tu veux aller plus vite, on te donne la liberté d'acheter de l'XP, des trucs. Mais bon, rappelez-vous Tales of Arise. Je vous avais parlé du endgame avec des boss qui étaient stupidement forts. C'est-à-dire que tu avais fini ton jeu et j'avais un peu grindé. J'avais éclaté le boss de fin et je me retrouve sur les boss de endgame et les boss, ils m'ont ouvert en 3, tu vois. Sauf que le jeu, il te dit « Hey, t'es trop bas niveau, achète des niveaux pour aller plus vite. » Parce que le jeu, dans Tales of Arise, ne te donnait pas de moyen de gagner de l'argent vite, de gagner de l'XP vite, donc ils vont te le faire payer. Mais là, c'est un peu pareil, c'est que l'argent, à un moment, ça peut devenir un souci aussi, quoi. Après, on n'est pas à l'abri qui déroule justement, là, il y a la première étape, c'est conserver les joueurs avec les mécanismes un peu comme ça psychologiques, et après arriver avec des DLC, des Season Pass et compagnie. C'est vrai qu'on a toujours dit à moitié en rigolant, mais que c'était un peu le Gran Turismo de la dernière chance, parce que la série était un petit peu en perte de vitesse, et ce qui était autrefois le joyau de la couronne, c'était peut-être le dernier reliquat d'un studio japonais qui restait chez Sony et qu'on savait plus trop comment justifier l'existence. Exactement. Est-ce que c'est pas ça justement où ils ont dit bon Yamauchi, ok, on te laisse faire ton jeu, par contre tu nous laisses gérer un peu une surcouche business, ouais. Franchement, c'est possible. On n'a pas de certitude, peut-être qu'on ne le saura jamais, mais il y a tellement une dissonance forte. Je parlais d'amour tout à l'heure, de vraiment l'amour du sport automobile, de la voiture en général, et puis t'as un truc blanc-noir, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Mmh. Alors attention, dernier argument, c'est que ce Gran Turismo 7, c'est forcément un jeu bien, parce que Lewis Hamilton est crédité dans le générique au début comme The Maestro. Ouais, j'ai vu ça, c'est marrant. En fait, c'est un titre qui détient depuis GT Sports, où il était consultant. Et voilà, comme on est Team Lewis, il faut forcément dire que c'est un jeu bien. Bon, voilà, on arrive à la conclusion de la chronique sur les solos des jeux de voiture. On a vu 2 exemples. Alors, dans les solos des jeux de voiture, franchement, il y a tout, mais la tendance globale, elle va quand même à la scénarisation. Il y a les jeux de Formule 1, de Codemaster, qui depuis 2017, alors pourquoi je dis 2017 ? Parce qu'ils ont même sucré le mode scénario, fut un temps. Ces jeux F1, ils le font très bien, ce mode scénarisé. Tu as des choix à faire en tant que pilote, la signature du contrat, les objectifs, les interviews. Tu as
plein de choix qui font que tu te sens engagé. Il y a de l'humain en fait. Ça c'est vachement bien. Il y a aussi les jeux qui proposent des gestions de pilotes et d'écuries, comme les jeux F1 ou les jeux WRC qui le font vachement bien. C'est beaucoup de contenu en plus parce que tu as la partie pilotage et la partie écurie de gestion financière et économique. Ça peut être comparé aux jeux FIFA où tu vas jouer et tu vas gérer ton club à côté. Ouais, bah comme Football Manager était le pendant de FIFA sur le côté gestion. Quoi. Ouais, mais bon, la vraie tendance, hein, c'est la scénarisation dans les solos des jeux de sport, hein, et de voitures, on l'a vu, mais il y a par exemple FIFA qui le fait, il y a NBA 2K où des grands noms comme Spike Lee a signé le scénario en 2016, donc ça va dans cette tendance. Dans les solos, il y a aussi le Gran Turismo, on vient de le voir, et ça c'est la chose moi que je trouve la plus plaisante dans le solo. À titre perso, ce Gran Turismo va remplacer Horizon en tant que jeu toile de fond. Ce Gran Turismo, je vais pas le lâcher, alors que normalement c'est toujours Horizon que j'ai pendant peut-être 2-3 ans, tu vois, j'y mets des centaines d'heures. Là, ça y est, franchement, c'est lui qui va prendre la place. Mais je dois avouer que je suis carrément déçu de cette partie économique du solo. Au début, tu sais, avec la partie occasion, je trouve que ça va un peu vite. Tu gagnes des nouvelles voitures quasiment à toutes les courses. Dans les premiers Gran Turismo, ça se passait pas comme ça. Tu galérais. C'est trop friendly, là. Non, Arrêtez. Arrêtez d'être sympa. Non, mais tu gagnes vraiment beaucoup de voitures, tu vois. Dans les premiers Gran Turismo, il fallait que tu pimpes ta voiture d'occasion, c'était long, t'avais pas beaucoup d'argent. Dans Gran Turismo 7, je te l'ai évoqué tout à l'heure, mais l'argent, tu vois, ça pose un souci. Mais après de longues heures de jeu, en fait, quand t'as besoin d'acheter des hypercars, et ces voitures, elles coûtent une blinde. Et le plus simple pour un joueur, c'est de payer de l'argent réel. Tu vois, c'est cette surcouche, encore une fois, qui entache, je trouve, la noblesse. Enfin, tu vois, le mot, tu vois, je parlais d'amour, mais il y avait vraiment quelque chose de noble dans ce Gran Turismo. Et il y a ce petit truc, en fait, qui gâche. Et ça, c'est dommage. Bon, un dernier mot pour dire que dans les jeux de caisse, l'argent il va pas en priorité en fait dans le mode solo, dans la narration, dans les cinématiques, et c'est normal. Hein, le temps de développement, les ressources, elles vont dans le gameplay des circuits, et c'est tout à fait logique. Mais bon, nous on en demande toujours plus, on n'est jamais content. Mais bon, un petit truc, c'est que ce solo, cette narration, c'est comme l'IA. Je pense qu'il faut quand même commencer à s'y pencher. C'est quelque chose, il va falloir investir un peu plus dessus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on le voit, il commence. Là, le solo, la narration, ça y va. Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle, Sony a parlé de Sophie. C'est qui Sophie ? C'est une intelligence artificielle qui a été co-développée avec Polyphony et Sony AI, pour simuler en fait des comportements efficaces et naturels. Mais bon, c'est quelque chose qui a été annoncé officiellement, hein, mais qui n'a pas été intégré à Gran Turismo en premier lieu lors du lancement, et qui va être intégré dans une seconde vague. J'espère que ça sera gratuitement, j'espère que ça sera cool, et qu'on va pas voir justement peut-être des DLC, tout ça pas sympa, tu vois. Mais c'est étonnant ça, parce que l'IA de Gran Turismo, ça a toujours été un des points noirs, où ça a toujours été aussi quelque chose qui fonctionnait pas forcément super bien. Là, ils arrivent en nous faisant une annonce tonitruante avant le lancement en disant on a une idée, on a révolutionné le game. Par contre, tu l'auras pas dans le jeu, faudra attendre un peu. Enfin, je trouve ça bizarre. La façon que ça va être est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce qu'ils ont enfin, si t'as vraiment un game changer, est-ce que ça valait pas le coup d'attendre pour l'intégrer dans ton jeu Day One et dire regardez, le nouveau Gran Turismo, ça y est, on l'a enfin, notre intelligence artificielle révolutionnaire, quoi. Oui, parce que ça reste l'IA, ça reste un point noir. Le comportement des adversaires sur Gran Turismo 7, ça reste mauvais. Oui, t'as toujours ce truc où les mecs suivent leur routine, leur trajet, sans dévier d'une seconde. Oui. Et tu vas augmenter le niveau de difficulté où les mecs ils te mettent des feuilles, tu comprends pas comment. Franchement, ça c'est vraiment, voilà, le solo narration et l'IA, c'est peut-être des leviers de l'avenir du jeu vidéo, mais il faut surtout retenir que, bonne nouvelle, tout le monde s'y intéresse, en tout cas les pontes qui sont Sony pour Gran Turismo et Codemasters en général sur les jeux de voiture, s'y intéressent, ils foncent là-dedans, et c'est plutôt pas mal. En tout cas, la scénarisation, je pense que ça sera un passage obligatoire qui vont forcément le pousser là-dessus, parce que, alors le sport, ça a toujours brassé de l'argent et ça a créé des héros, hein, de toute façon, ça a toujours été le cas, mais avec aujourd'hui, l'argent est de plus en plus présent, avec les réseaux sociaux, les joueurs sont devenus, c'est des stars au même titre que des stars de ciné. Ouf. Et on voit par exemple Netflix qui fait sa série de Formule 1, Drive to Survive, qui est devenu un phénomène. Ça rend même les patrons d'écurie et les pilotes, ça en devient des héros de fiction, quoi. Et le sport, vu qu'il emploie cette tendance, les jeux de sport ne pourront que suivre aussi là-dessus, quoi. Les premiers Toka, on en parlait tout à l'heure des Toka, mais il y avait dans un des épisodes, le 3 je crois, une scénarisation qui était assez intéressante. Ils ont lâché l'affaire. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les ressources vont pas forcément là en priorité, mais bon. Je pense qu'il y a des choses positives à retenir. Voilà pour cette émission. On a parlé de jeux de solo, de jeux de voiture, de Sony. On a parlé de Sony, on a parlé de Nintendo, des 50, tout ça. C'était cool. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la semaine prochaine ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
Elden Ring encore. Mais bon, c'est vrai qu'on a dit qu'on allait parler d'Elden Ring dans une grande émission en sœur avril, de EX en avril. Mais je me dis, est-ce qu'il y a des moyens de traiter ça aussi, le phénomène par d'autres prismes, comme tu l'as fait la semaine dernière sur justement la montée en pression, la communication, etc. Je sais pas. C'est vrai qu'en ce moment, je ne joue qu'à ça, donc j'ai pas trop de... Tout le monde joue qu'à ça. Je ne joue qu'à ça, donc à voir. Moi j'ai dû lâcher un peu parce que j'avais Gran Turismo 7 et Triangle Strategy. Donc j'ai quelque chose à vous préparer sur le tactical en général. J'aimerais bien finir, je sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas moi ce que j'ai en idée en chronique, c'est pas nécessaire que je termine le jeu, mais je vais faire tout mon possible. Donc c'est possible que la semaine prochaine on parle de tactical RPG. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ça te plaît et que tu Ça seras me donne envie. Est-ce que tu seras là la semaine prochaine? Je serai là, je pense. Est-ce Rendez-vous. Est-ce que vous serez là la semaine prochaine? On espère. On vous remercie encore tous pour votre fidélité. On fait aussi la bise à Damien, à Ken et à Ludo. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.